Bonjour et bienvenue pour ce premier JT du CNCH en direct du Congrès dans une salle pleine. Merci pour ce rendez-vous à la fois présentiel et digital pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai l'énorme plaisir d'inaugurer ces JT avec des amis, avec le docteur Pierre Savouret, qui est le nouveau président du CNCF, en visite au Congrès du CNCH. Merci Pierre d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Avec le professeur Gérard Elf, qui est le coordonnateur du DES pour l'Île-de-France, et que je remercie d'avoir accepté l'invitation, avec qui j'ai travaillé comme coordonnateur Île-de-France pour le CNCH, et donc on travaille ensemble dans les commissions, et c'est vraiment un énorme plaisir de te recevoir avec nous. Merci. Et Olivier Nallet, qui est chef de service à Montfermeil, et que je côtoie tous les jours dans le service, et qui est là aujourd'hui. Merci Olivier d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Alors, les thèmes n'ont rien à voir, il y a deux thèmes différents. On sait qu'on est quasiment le premier congrès francophone, il me semble, qui suit l'AHA. Et donc, on voulait faire une première partie sur l'AHA pour donner un petit peu de l'actualité. Et puis une deuxième partie sur les docteurs juniors, parce que dans vos services, vous avez vu arriver probablement, pour ceux qui en êtes internes, ces docteurs juniors, ou j'espère que vous en aurez. En tout cas, c'est une partie de la réforme qui va nous intéresser. Alors, donc, Pierre, je sais qu'avec le CNCF, vous avez super bien couvert ce congrès. Je tiens à vous féliciter sur l'édition digitale que j'ai beaucoup aimée de vos vidéos. Et tu suis ce congrès avec ton œil d'expert. Alors, j'ai quelques questions à te poser. J'ai eu pas mal d'études sur les valves, et notamment sur la réparation tricuspide. Alors, est-ce que tu as des messages particuliers d'études qui ont été présentées au congrès? Oui, comme il y a pas mal d'études, on va faire vraiment un digest. Donc, il y a une étude qui comparait réparation mitrale sans réparation tricuspide pour des fuites tricuspidiennes qui étaient considérées modérées même, versus on respectait la fuite tricuspide. Et donc, ce qu'on voit, c'est que quand même, la réparation de la tricuspide, ça apporte des bénéfices hémodynamiques, mais sans événements cliniques durs. Mais peut-être que l'étude n'était pas conçue pour montrer ces événements cliniques durs. Le prix à payer, c'est quand même 14% de pacemaker. Donc, comme on a des cardiologues interventionnels de talent avec le TriClip qui est en train de se développer, je crois qu'il est urgent d'attendre et que pour l'instant, on fait la réparation de la valve mitrale, on fait une annuloplastie tricuspidienne quand il y a une fuite majeure. Pour les fuites modérées, je pense que ça reste à voir. Et moi, je crois plus au TriClip dans ces indications-là, puisque c'est une technique qui se développe, mais c'est un avis tout à fait personnel. Alors, on voit l'essor de la prise en charge du rétrécissement aortique de plus en plus précoce. Est-ce qu'il y a eu des données à ce congrès sur la prise en charge précoce du RAC? Oui, vous avez l'habitude de savoir à quel moment on doit opérer les rétrécissements aortiques dits asymptomatiques. Alors, souvent, on challenge le caractère asymptomatique parce que finalement, c'est des patients qui s'autorégulent et qui diminuent leurs activités physiques au quotidien, donc qui disent « j'ai pas d'aggravation », alors qu'en fait, le rétrécissement aortique serré évolue vers la forme serrée. Là, ils les ont documentés avec un test d'effort, donc ça permet d'avoir les capacités en METS, et ils étaient considérés comme asymptomatiques. Et donc, on a regardé que la chirurgie précoce apporte des bénéfices incontestables. Donc, c'est des gens dits asymptomatiques documentés par une épreuve d'effort. Donc, il n'y a pas intérêt à attendre. En tout cas, si on considère qu'on veut retarder la chirurgie, il faut les surveiller comme le lait sur le feu, pour employer une expression habituelle. C'est-à-dire que dans l'année, il y a quand même 30% qui se dégradent. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de retarder la chirurgie précoce chez des patients qui ont des critères échographiques de rétrécissement aortique serré, même s'ils sont asymptomatiques au test d'effort. Alors, on quitte le domaine des valves et on va plus vers les médicaments. Alors, on a maintenant les inhibiteurs de PCSK9 en forme injectable, disponibles en France, avec des modalités de prescription un peu encore complexes. Mais il y a un inhibiteur PCSK9 oral qui a été présenté. Alors, pour ceux qui pensent que c'est complexe, je vais vous simplifier la vie. C'est en fait les prescriptions de PCSK9 inhibiteurs, elles ne sont pas très compliquées. En fait, c'est sous dose maximale tolérée de statine. Donc, vous avez le droit à la statine même un jour sur deux chez les patients qui ont des problèmes de tolérance réelle, plus les étimibes obligatoirement. Donc, statine plus les étimibes à la dose maximale tolérée de statine. Et vous avez un LDL supérieur à 0,70 grammes par litre en prévention secondaire, mais vous avez tout à fait la légitimité pour prescrire un PCSK9 inhibiteur. C'est des molécules qui sont très proches les unes des autres, evolocumab, alirocumab, mais le cadre clinique est différent. Donc, alirocumab, c'est en post-SCA dans la première année. Evolocumab, compte tenu des données de Fourier, c'est le post-AVC athérothrombotique, c'est-à-dire sténose carotidienne, de l'athérome sur les carotides. L'artériopathe, parce qu'on réduit aussi les ischémies aiguës de jambes, pas seulement les événements cardiaques, et le coronarien, même au-delà d'un an, puisque c'était des patients coronariens chroniques.
Et finalement, le PCSK9 oral? Alors, oral, c'est intéressant parce qu'on se disait, les PCSK9, c'est des anticorps monoclonaux, est-ce que ça va passer au niveau digestif? Eh bien, ce PCSK9 oral a été évalué en termes d'efficacité biologique et tolérance, mais sur 50 patients. C'est quand même prometteur parce que ça baisse le LDL cholestérol comme attendu, entre 50 et 70% de LDL. Et on a une bonne tolérance pour l'instant, mais sur 50 patients, donc on va attendre à la fois les critères durs en événements cliniques et la tolérance sur une grande population. Alors, tu es un des grands connaisseurs des antiplaquettaires. Il y a des données sur la double antirégression plaquettaire que tu as vu passer? Oui, et puis il y a aussi des données pratiques. C'est Rapid Cabbage. C'est Rapid Cabbage. Combien de temps il faut arrêter, combien de temps on peut opérer sans risque un patient qui est sous ticagrelor? Eh bien, on peut 3 jours. Un arrêt de 3 jours du ticagrelor suffit pour opérer en toute sécurité, sans surcroît d'hémorragie et avec un bénéfice ischémique, parce qu'on a regardé le groupe qui était retardé à 5 jours, 7 jours. Il y a quand même un surcroît d'infarctus dans l'attente des pontages, et des gens forcément pluritronculaires ou tronc commun. Donc on peut arrêter 3 jours, du moins on peut opérer en arrêtant 3 jours avant le ticagrelor. Ça, c'est un message important. Et puis il y a une méta-analyse qui conforte ma façon de voir les choses, c'est-à-dire il y a Gérard F qui pourra aussi donner son avis et Olivier Nallet. C'est-à-dire que pour la bithérapie antiagrégante plaquettaire, il faut taper fort à la phase initiale et il faut diminuer assez rapidement. J'en profite qu'il y ait Gérard pour lui rendre hommage avec son étude OT-Dual, on va en profiter. Et donc en fait, on voit que finalement, en tapant fort les premiers mois, c'est important, mais après, quand on prolonge, à partir de DAPT, ils ont comparé avec un registre de 500 000 Américains qui avaient une bithérapie. Quand on ajuste, on voit que le risque hémorragique augmente au cours du temps, hémorragie majeure, et que le bénéfice clinique au niveau ischémique, c'est peanuts, pour parler clairement, parce que ce qui compte, ça j'en suis vraiment convaincu, au-delà de 3 mois, c'est de taper bas sur le LDL cholestérol, de bien contrôler l'hémoglobine glyquée avec soit les GLP-1 récepteurs agonistes, soit les SGLT2 en combinaison avec la metformine, et d'arrêter le tabac. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Les antiagrégantes plaquettaires, c'est la phase aiguë. Après, il faut une désescalade. Gérard, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, quel est le protocole d'arrêt des antiplaquettaires ou de durée de cette double antiagrégation plaquettaire que vous utilisez? L'idée, c'est exactement ce qu'a dit Pierre. Hein. On tape fort initialement, mais de plus en plus, et toutes les études le montrent, la durée de la bithérapie et surtout de la trithérapie, quand les patients justifient un anticoagulant, doit être la plus courte possible. Et en pratique, chez les patients qui n'ont pas de syndrome coronaire aigu, on est à 1 mois de bithérapie antiagrégante plaquettaire chez les patients qui ont un risque hémorragique. Et tout patient de plus de 75 ans, par exemple, est considéré comme un risque hémorragique, donc ça fait beaucoup de patients. Donc, et hors anticoagulant, c'est-à-dire hors patients sous anticoagulant, est-ce que vous avez... Quels sont les patients chez qui vous laissez au-delà d'1 an la double antirégression plaquettaire? On a fait une petite comparaison entre nos pratiques. Elles sont très différentes d'un praticien à l'autre. Donc en fait, on n'en sait pas plus que les autres, mais globalement, la tendance est vraiment à diminuer. Et ceux qui ont une bithérapie prolongée sont vraiment les exceptions, parce que c'est les patients très très graves, mais il y a un petit risque hémorragique qu'ils vont payer. Par exemple, on a des données que les anticoagulants oraux directs font moins saigner que les AVK. Est-ce que vous switchez un patient sous AVK vers un AOD lorsqu'il vient pour une angioplastie? On ne le switche pas lors de l'angioplastie, parce que tout va très vite. Mais globalement, on est très confiant envers les AOD, bien sûr. Moi, j'ai noté notamment en chirurgie cardiaque, tu as présenté beaucoup d'études chirurgie cardiaque, et de plus en plus dans ces congrès américains, on voit qu'il y a de plus en plus d'études. Il y avait une étude sur la fenêtre péricardique, et ça touche un peu l'AFA. C'est-à-dire que lors d'une chirurgie, on fait une fenêtre péricardique et il y a moins de fibrillation atriale. Des gestes, finalement, j'ai écouté Pascal Leprince en parler, qui disait que c'était relativement simple. Ouais. Et ça, finalement, c'est plus intéressant que la plastie tricuspide, à mon avis, parce que la plastie tricuspide, c'est 15% de pacemaker, alors que là, ça se passe facilement pour les chirurgiens. Et en rythmologie, j'ai noté notamment l'étude Fitbit Heart Study, qui est un peu l'équivalent de la Apple Heart Study qui avait été faite avec l'Apple Watch, cette fois-ci qui avait été faite avec la Fitbit, qui est la montre de chez Fitbit. C'est la 3e dans cette série. Il y avait la Huawei, la Apple Heart Study, maintenant la Fitbit Heart Study. Et donc, je pense que j'ai retenu 2 messages. En fait, ils ont plus de 400 000 utilisateurs, un peu comme dans la Apple Heart Study, qui portaient la montre, qui n'avaient pas d'antécédent d'arythmie. Alors, premièrement, si vous achetez une montre connectée, pour espérer détecter l'AFA avec juste l'irrégularité du rythme, vous avez peu de chances d'en détecter, puisqu'il y avait 1% des utilisateurs qui avaient eu un épisode d'irrégularité. Par contre, si vous avez de l'irrégularité, leur algorithme me paraissait quand même assez intéressant, parce que la valeur prédictive positive de détection
de l'arythmie, il était près de 98%, avec des critères très très sélectifs pour définir une irrégularité dans cette étude. Donc c'est quand même, je veux dire, moi mon message m'était dit, si un patient vient me dire j'ai le pouls irrégulier, je vais vraiment screener la F1. Oui, nous on a fait une étude là, dont les résultats ne sont pas encore publiés. C'est after, c'est des patients qui sont avec des palpitations, des extrasystoles et qui ont un Schatzvask supérieur à 2. Donc ils ne font pas de FA documenté, mais ils ont un Schatzvask supérieur à 2. Et pour l'instant, avec un Holter longue durée, on est à 17% de patients en FA documentés. Donc ces patients-là, il faut cibler la population, c'est-à-dire que l'Apple Watch n'a pas ciblé, Fitbit n'a pas ciblé, donc aucun intérêt. Mais par contre, quand on cible un peu plus la population avec, par exemple, ces critères, on est vite gagnant, puisque 17%, c'est un bon rendement. Alors je sais que tu as la double valence, à la fois libérale et universitaire. Est-ce que dans ta pratique cardiologique, tu vois arriver beaucoup de patients maintenant avec des montres connectées, oui, avec des tracés, et qui viennent t'interroger par rapport à ce qu'ils ont enregistré? Oui, exactement. Alors le problème, ça c'est, moi j'aime bien, hein, mais le problème c'est que ça va être consommateur de temps. Donc il va falloir organiser ça, parce que si tous les patients balancent dans votre service de Montfermeil, chaque fois qu'ils ont des extrasystoles, des électros, déjà que vous êtes très actifs, ça va être très compliqué pour nous aussi. Donc il faut organiser tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment cibler les populations. C'est des appareils qui vont nous aider, je crois. Mais il faut cibler les populations et organiser, parce que c'est consommateur de temps. Il y a Cardia, j'ai vu, qui propose maintenant aux utilisateurs des abonnements à l'année où ils ont droit de transmettre 3 tracés qui seront interprétés par des ECG. T'en penses quoi? Ça semble raisonnable, parce que comme ça nous décharge du travail, et si ça peut faire plaisir à d'autres qui travaillent dessus, c'est bien. Sachant que l'intelligence artificielle, vous l'avez vu dans plein de domaines, arrive, c'est-à-dire que pour le score calcique, j'espère que vous en faites pas mal en prévention primaire, l'intelligence artificielle va gérer tout ça. Les scanners coronaires sont interprétés avec fiabilité par l'intelligence artificielle, et donc, et les électros, toi tu as bien vu, cardiologues, les électros apparemment prédisent aussi la survenue d'une insuffisance cardiaque ou d'une arythmie dans les 5 ans qui suivent. Donc, il faut en tenir compte. Je crois que ce n'est pas nos ennemis, c'est nos amis. Il faut juste s'organiser, quoi. Comment tu vois, Gérard, dans la pratique, finalement, l'utilisation de l'imagerie, notamment du scanner, dans ta pratique pour, finalement, avant la coro, et quels sont les patients? Comment tu vois en pratique? C'est une question très, très difficile. Clairement, il y a un engouement de nous tous. Il y a une facilité de prescription. Les recommandations mettent en première intention le scanner de façon assez importante. Je dois reconnaître, et même si c'est pas politiquement correct de le dire, que dans ma pratique quotidienne, et pas plus tard que hier, j'ai fait 2 coronarographies des patients qui avaient des scanners dans des équipes réputées, et le scanner s'est largement trompé de façon... donc en fait, l'interprétation du scanner demeure difficile, il y a des difficultés techniques, et c'est très opérateur dépendant, et je crois qu'il faut rester encore modeste. Ça me rappelle la vulnérabilité de la plaque que peut soi-disant visualiser le scanner. Ça me paraît rigoureusement impossible compte tenu de la résolution spatiale. Olivier, tu vois ça comment en pratique? Oui, moi je voulais dire simplement un mot surtout du scanner dans la prévention primaire. Alors, je ne sais pas comment vous l'utilisez vous chez des gens qui n'ont pas de symptômes mais qui ont des facteurs de risque par rapport au Doppler des troncs supraortiques, si vous faites les deux, et à partir de quand vous allez classer le patient dans le haut risque, le très haut risque. Alors, c'est pas toujours clair sur alors le score calcique, c'est un scanner sans injection. Sans scanner, c'est un sans scanner. Ouais. Et est-ce qu'il faut faire justement des scores calciques seuls, ou bien des scores calciques? Et ça dépend aussi de l'âge. Ouais. Ça dépend peut-être aussi de l'âge. Justement, c'est ce que j'ai peut-être dit trop vite. En fait, le score calcique, c'est intéressant chez les patients qui ont un risque intermédiaire. Donc ça n'a pas d'intérêt chez les patients à faible risque, oui, et ça n'a pas d'intérêt chez les patients à très haut risque. C'est-à-dire que le diabétique qui a 3 facteurs de risque, qui a 10 ans de diabète et une microalbuminurie, on sait déjà qu'il est à très haut risque. Donc le scanner ne va pas lui permettre de mieux définir le risque et la stratégie derrière, parce que ce n'est pas seulement définir du risque, c'est définir la stratégie qui va derrière. Et donc finalement, c'est sur le risque intermédiaire. Et bien sûr, on n'a pas eu le temps de le développer, c'est bien, on va pouvoir le développer un tout petit peu, c'est après 40 ans. Parce qu'avant 40 ans, quand vous faites des hypercholestérolémies familiales hétérozygotes, dont je vous rappelle la prévalence est de 1 sur 250, donc dans la salle vous en avez tous que vous n'avez peut-être pas forcément diagnostiqué, donc c'est 1 sur 250 d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Si vous lui faites un score calcique avant 40 ans, il va avoir 0. Mais il aura plein de plaques qui ne seront pas calcifiées, parce qu'il faut laisser le temps aux plaques de se calcifier. Donc le score calcique n'est valable que sur du risque intermédiaire chez des patients qui ont plus de 40 ans.
Ça a deux intérêts. C'est un, ça définit votre stratégie, parce que si vous avez un score calcique à 400, ben vous vous dites, ce patient-là, il faut le mettre sûrement en dessous de 0,70 de LDL cholestérol. S'il est à plus de 1000, c'est un équivalent coronarien, donc il faut le mettre en dessous de 0,55. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire des coraux, hein. Ça veut dire que c'est un équivalent coronarien. Donc quand il a plus de 1000, il y a des études en cours pour savoir ce qu'il faut faire exactement, mais moi, pour l'instant, quand il a plus de 1000, asymptomatique, bien sûr, je lui fais une écho d'obus comme ça, ou une écho d'effort, comme ça on voit le myocarde, et s'il n'y a pas d'ischémie, je ne l'envoie pas à la coro, parce qu'il y a plein de coraux, c'est pas parce qu'on est très calcifié qu'on a des lésions serrées. Et l'aspirine? Pardon? L'aspirine. Pas forcément, parce que l'aspirine, c'est très compliqué, parce que vous connaissez l'étude Ascent en prévention primaire. Il faut surtout leur mettre le cholestérol dans les chaussettes et un GLP-1 récepteur agoniste s'ils sont diabétiques. L'aspirine, quand on regarde Ascent, le rapport risque-bénéfice peut être jugé comme défavorable, puisqu'il y a plus d'hémorragie que d'événements ischémiques. Et d'autre part, quand on regarde l'étude MESA, avec les recommandations américaines qui disent au-delà de 100 de score calcique, il faut mettre de l'aspirine. Le problème, c'est que l'étude MESA, c'est une étude observationnelle, où on collige les événements ischémiques, mais on ne collige pas les hémorragies. Donc, sur 2 ans de suivi. Donc, il y a encore du grain à moudre et des études à réaliser. Merci.